Bonsoir Gaspard Duval et bienvenue dans Mystère Talk Show spécial Catacombes de Paris. Ce soir, bienvenue. Bonsoir Lazare, bienvenue également, ça fait plaisir d'être ici ce soir. Alors, j'avais tenu à t'interviewer parce que tu fais partie des cataphiles les plus spécialisés. J'allais dire, tu es assez connu dans le monde des cataphiles et tu viens également de sortir un bouquin avec Gilles Thomas qui est l'auteur de ce bouquin et toi, tu as réalisé des photos. Donc, ce livre qui s'appelle Paris sous Paris, la ville interdite aux éditions EPA. Peux-tu nous parler rapidement de ce livre ? Alors déjà, c'est le plus beau livre qui a été édité en 2021, donc ça, mais personne n'en doute. Voilà, donc c'est un livre qui a été fait avec... c'est Gilles Thomas qui en a eu l'idée et qui l'a présenté aux éditions Hachette, dont fait partie EPA. Et l'idée leur a bien convenu. Et donc, et Gilles, ça fait des années que nous travaillons ensemble. Et il m'a proposé de faire les photos parce qu'il aime bien mes photos. Et moi, ça fait une dizaine d'années environ que j'illustre ces articles avec mes photos. Donc, nous travaillons depuis une dizaine d'années et il a trouvé tout à fait logique qu'on fasse ce travail ensemble. Un livre qui a l'air vraiment magnifique. Ma première question est: comment es-tu devenu cataphile ? Cataphile, si je suis devenu cataphile vraiment par hasard. C'était pas du tout prémédité. Je savais même pas ce que c'était que les catacombes. Enfin, ce qu'on appelle les catacombes, ce sont les anciennes carrières. Et j'y suis arrivé tout à fait par hasard. Je ne les cherchais pas. Et je peux pas expliquer le cheminement, sinon je dévoilerais quelque chose. Mais je me suis retrouvé sous terre, dans des galeries extrêmement labyrinthiques, etc. Un certain temps, je me suis rendu compte que j'allais me perdre parce que il y avait des carrefours partout, il y avait de l'eau, et donc j'ai décidé de ressortir pour retourner chez moi, pour aller chercher un papier, un crayon, pour me faire un plan, pour aller chercher des bottes, pour aller chercher des lampes de secours. Et en sortant, j'ai croisé des vrais cataphiles avec qui j'ai sympathisé assez rapidement, et je leur ai demandé si je pouvais les suivre. Donc ça s'est fait comme ça en fait. Donc ils m'ont dit, écoute, t'as pas l'air équipé, on sait pas combien de temps on reste sous terre, voilà, maintenant c'est toi qui vois. Et j'ai dit, banco, j'y vais. Et donc c'est comme ça que j'ai fait ma première descente totalement improvisée qui a duré 8 heures. Donc ils ont eu la gentillesse de me prêter des lampes, de me donner à boire et de m'expliquer ce qui se passait sous terre, enfin ce que c'était que ces fameuses catacombes. Et je suis tombé amoureux directement de l'endroit. Et donc j'ai eu qu'une seule idée, une fois ressorti, c'est d'y retourner. Et je me suis débrouillé pour y retourner. Qu'est-ce qui t'attire dans cette pratique de arpenter les catacombes Parce que je rappelle que les cataphiles sont des gens qui vont dans les parties interdites des catacombes. C'est pas les parties qui sont visitables, le musée des catacombes. Qu'est-ce qui t'attire dans ce côté arpenter ces couloirs étroits ? Eh ben, ce qui m'attire déjà, c'est le côté, je dirais pas le côté interdit, parce qu'il y a de ça, effectivement. Hein. Donc, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était caché ou interdit. Ce qui m'attire surtout, c'est de me retrouver sous Paris, à quelques mètres de millions de gens, et être totalement isolé de tout ça, d'être à milieu, de ne rien entendre, de ne rien capter, et de pouvoir évoluer dans un endroit où je dirais pas que tout est à découvrir, parce que d'autres l'ont découvert avant moi, mais pour moi c'était une véritable découverte, et de découvrir ce patrimoine, parce que c'est un patrimoine, c'est vraiment riche d'histoire, et l'atmosphère, la tranquillité, la sérénité, enfin tout ça, c'est un tout qui fait que je suis devenu accro extrêmement rapidement, et que je dirais pas que je ne saurais pas m'en passer, mais ça fait vraiment du bien d'y aller, quoi. À quelle fréquence visites-tu les catacombes ? Alors cette fréquence est assez variable. Pendant les premières années, je dirais presque pendant les 10 premières années, je descendais en moyenne, allez, on va dire une centaine de fois par année. Voilà, ce qui fait que ça fait une fréquence de à peu près 2 fois par semaine, voilà, quasiment 2 fois par semaine, sachant que une descente n'est jamais égale à une autre descente. Je peux très bien descendre seulement une petite descente de 4-5 heures où je peux rester 3 jours. Donc en fait, le nombre de descentes ne signifie pas forcément le nombre de temps passé sous terre. Et depuis quelque temps là, par rapport aux restrictions sanitaires, je descends un petit peu moins. Et aussi,
comme je vais certainement quitter Paris bientôt, je vais descendre de moins en moins. Quand tu disais que tu restes 3 jours, est-ce que c'est une volonté de toi, de ta part de partir pour plusieurs jours ou est-ce que c'est parce que tu oublies le temps dans cet endroit où on n'a plus du tout de repères en fait? Je dirais que c'est à la fois les deux. Mais bon, quand je descends 3 jours, c'est qu'il n'y a rien qui m'attend à la surface. Donc, effectivement, mais c'est vrai que quel que soit le temps que l'on passe sous terre, en général, on oublie un petit peu ce que c'est que ce temps. D'ailleurs, je n'ai jamais de montre sur moi, pas de téléphone non plus, ou alors au fond du sac, mais en général, le temps m'importe peu. Voilà, sauf si j'ai une obligation et que je sais que dans tant d'heures, il faut que je sois remonté à la surface. Mais sinon, c'est une notion qui existe quasiment plus sous terre. Quel est le matériel indispensable d'un cataphile? Alors, certains diraient que c'est la canette de bière. Pour moi, c'est pas forcément ça. Le matériel indispensable, mais c'est de quoi s'éclairer déjà, de quoi se protéger. Alors, de quoi se protéger, c'est surtout au niveau de la tête, où effectivement, c'est là qu'on risque le plus de blessures. Bon, personnellement, je ne mets jamais rien sur ma tête parce que le ciel, j'ai très vite compris où est-ce qu'il se trouvait et instinctivement, donc je ne me cogne jamais. Il y en a qui ressortent avec de belles blessures. Après, il faut de bonnes chaussures. Des vêtements qui soient plutôt déjà usés ou déjà fatigués parce que de toute façon ils vont prendre cher. Donc il faut de quoi se nourrir et de quoi s'orienter pour ceux qui connaissent pas encore très bien. Donc s'orienter en général c'est une carte, c'est un plan. Il me semble que c'est une pratique assez dangereuse. Quels sont les risques que tu encours quand tu descends? Alors c'est une pratique effectivement qui ne s'improvise pas. Il y a du danger, même si on ne risque pas la mort à tous les carrefours. Mais le plus gros risque, en fait, c'est de descendre tout seul. Quand on est accompagné, déjà, il y a beaucoup moins de risques parce que s'il nous arrive quelque chose, il y a au moins quelqu'un qui peut alerter. Mais descendre tout seul, effectivement, c'est la manière la plus dangereuse de descendre parce qu'il peut nous arriver n'importe quoi. Et on peut très bien se tordre une cheville, tomber dans un puits parce qu'il y a des puits comme ça qui ne sont pas toujours bien protégés. Et même si on a notre téléphone, comme on est 20 mètres sous la surface de la Terre en moyenne, le téléphone ne passe pas et de toute façon, on ne peut pas appeler les secours. Donc s'il y a une deuxième personne qui est là, au moins, elle peut prévenir quelqu'un si elle ne peut pas s'occuper de nous seule. Concrètement, que se passe-t-il dans les catacombes? Alors, qu'est-ce qui se passe dans les catacombes? Alors, il y a des sacrifices, il y a des messes noires, bon, tout ça c'est pour le folklore, bien entendu. Ce qui se passe, en fait, il se passe ce qu'on a envie qu'il s'y passe. Voilà, donc il y a des gens qui descendent pour faire la fête, il y en a qui descendent pour explorer, il y a des gens qui descendent pour essayer de comprendre des choses sur l'histoire parisienne, parce qu'il y a vraiment de quoi apprendre sous terre. Donc, ce qu'il se passe, moi, lorsque je descends, en général, je descends en semaine et tout seul. C'est pas bien, je le reconnais. Pourquoi? Parce que je vais être tranquille pour prendre mes photos, pour pas être perturbé. Voilà, d'autres personnes vont descendre le week-end et en groupe avec des boissons alcoolisées, avec du tabac, avec tout ce qu'il faut pour faire la fête. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas vous dire exactement ce qui se passe parce qu'il se passe des tas de choses. Il se passe des tas de choses et chacun apporte ce qu'il a envie d'apporter et chacun peut vivre les catacombes comme il a envie de vivre les catacombes, même si c'est un endroit particulier et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Il y a ce phénomène de tractation, des gens qui déposent des tracts dans les catacombes. À quoi servent ces tracts? Alors ces tracts, effectivement, c'est une tradition qui a toujours existé et qui perdure toujours. Je dirais presque qu'ils ne servent à rien, si ce n'est à perpétrer ce folklore. Mais les tracts, ils peuvent servir aussi, ça peut annoncer un événement. Par exemple, quelqu'un a envie de faire une fête tel jour, il peut très bien dire voilà, tel jour, tel endroit, telle heure, il va se passer telle chose. Ça peut être une photographie, ça peut être un dessin, ça peut être un poème, ça peut être tout ce qu'on veut, ça peut être un coup de gueule
contre les gens qui se comportent mal sous terre. Ça peut être ce qu'on veut, un tract. Ça peut être un objet. C'est pas forcément un papier avec quelque chose d'écrit dessus. Ça peut être aussi un objet. Ça peut être n'importe quoi. Et c'est presque, je dirais pas un moyen de communication, mais c'est un moyen de montrer qu'on est là pour certains, etc. Et il y a les collectionneurs de tracts. Donc les tracts sont faits pour être déposés et pour être ramassés, bien sûr. Donc moi, j'ai quelques jolies caisses de tracts chez moi que j'ai cumulées depuis que je descends. J'en ai produit aussi de différentes sortes. Donc voilà, les tracts, oui, ça fait partie du folklore et c'est assez sympathique. Comme tu l'as dit, c'est une pratique qui est interdite. Donc il y a la police qui vient essayer de trouver les cataphiles qui visitent les catacombes, qu'on appelle les catafliques. Quelle est la relation cataflique-cataphile ? Alors c'est une relation, je dirais, qui est assez ambiguë. D'un côté, ils sont là pour nous poursuivre et pour faire respecter l'arrêté du 2 novembre 55 qui nous interdit de descendre dans ces anciennes carrières. De l'autre, je pense que ça les arrange un petit peu qu'on soit sous terre d'une certaine manière parce que on exerce une surveillance quasi permanente de ce qui se passe sous terre alors qu'eux n'ont pas le temps de passer leur journée sous terre. Et donc s'il se passe quelque chose de bizarre, nous on va les repérer tout de suite parce qu'on sait qui est qui et on voit directement si une personne a un comportement bizarre, si les gens ne sont pas habitués. Donc tout de suite on peut servir de réseau d'alerte d'une certaine manière, même si c'est pas dit. Mais et les policiers bien sûr sont là pour nous déloger. Ceci étant, quand ils croisent un cataphile sous terre ou une bande de cataphiles sous terre, ils arrivent à faire le tri assez facilement de voir si c'est des gens qui sont respectueux, qui sont équipés, qui ne prêtent pas de danger. Si on se balade en sandales à la lueur d'un téléphone portable, c'est sûr qu'ils vont pas nous louper là. En parlant de ces accidents-là, as-tu des exemples dramatiques d'accidents qui se seraient passés sous les catacombes pour que les gens comprennent bien le danger? Des exemples dramatiques, oui, il y a eu effectivement plusieurs fois des gens qui ont fait des chutes assez terribles avec des membres cassés, voire des fractures ouvertes. Et donc à ce moment-là, il faut appeler les services. En général, ça s'appelle le GRIMP, je sais plus si ça s'appelle le GRIMP, mais c'est le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux des pompiers. Il y a la BSPP, donc les pompiers de Paris, donc qui peuvent intervenir. Et donc effectivement, en général, c'est toujours un petit peu compliqué pour tout le monde. Il y a effectivement des accidents, il y en a. Il y en a des accidents qui sont assez graves d'ailleurs. Il y a des doigts qui se sont perdus, il y a des membres qui se sont rompus, il y a beaucoup de choses qui se passent effectivement. Souvent ce sont des petits bobos, mais malgré tout beaucoup s'égratignent d'une certaine manière. Y a-t-il des endroits inexplorés encore ? Des endroits inexplorés, je dirais non, ou alors ils sont extrêmement marginaux. Alors parfois, effectivement, on arrive à détecter qu'à tel endroit autrefois il y avait une galerie ou un vide, et on arrive à percer. Et par miracle, il nous arrive de tomber sur des vides qui n'ont pas été comblés depuis, qui ont été juste condamnés, mais qui n'ont pas été comblés. Donc c'est des endroits qui n'ont pas été ouverts depuis 50 ou 100 ans. Donc, c'est jamais des énormes bouts de réseau, mais ça peut être un morceau de galerie sur une vingtaine de mètres ou un petit peu plus. Et effectivement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte, tout le monde se précipite et tout le monde est intéressé. Le problème après, c'est que le fait que tout le monde y vienne, c'est vite, je dirais pas dégradé, mais souvent les petites traces anciennes disparaissent rapidement à cause de la fréquentation. Si tu pouvais nous faire un top 3 des plus beaux lieux selon toi? Ça, c'est impossible. Ça, c'est une chose que je pourrais pas faire parce que chaque coin a vraiment son petit endroit particulier. Voilà, donc le top 3 des plus beaux lieux, c'est vraiment une question piège. Et surtout, c'est extrêmement personnel parce que les plus beaux lieux pour moi sont pas les mêmes plus beaux lieux que pour d'autres. Pour certains, ce sont les plus beaux endroits, c'est des salles qui ont été aménagées pour des cataphiles, alors que moi, c'est plutôt des endroits qui sont vierges de tout passage de cataphiles. Donc, je saurais pas vous faire un top 3. Et puis, si je vous fais un top 3, tout le monde va vouloir y aller, donc j'ai pas envie. Y a-t-il des endroits, au contraire, que tu déconseilles totalement?
Que je déconseille totalement, non, parce que étant donné que tous ces endroits en fait ont déjà été consolidés et sécurisés, il n'y a pas d'endroits qui sont extrêmement dangereux, même s'il y a certaines zones où il y a le ciel de carrière qui peut être un peu instable, un petit peu plus sensible et donc ça donne moins confiance. Certaines zones, entre autres. Sous le parc Montsouris, des choses comme ça. Donc, des endroits que je déconseille, non, non, non. L'explorateur de toute façon explorera et chacun estime et prend la mesure des risques qu'il est capable de prendre, quoi. Au plus profond, à combien de mètres es-tu descendu? Alors au plus profond, en fait, nous sommes jamais extrêmement profonds. L'endroit le plus profond par rapport à la surface à Paris est à peu près à moins 32 mètres, si je me trompe pas. Enfin, dans la partie, ouais, à peu près entre moins 30 et moins 35 mètres. Hein. Donc, dans le 14e arrondissement, je crois qu'un des endroits les plus profonds, c'est rue de l'Aude. Mais tout est relatif parce que c'est par rapport à la surface. Donc, en fait, on se rend pas compte qu'il y a une différence. C'est surtout qu'au-dessus, ça monte, quoi. Donc, mais on se balade en moyenne entre moins 10 mètres et moins 30 mètres. As-tu un conseil de site internet pour trouver des ressources sur les catacombes? Ah, oui, ça s'appelle Google. et, et en fait, là en tête, je pourrais pas vous dire parce qu'il y a pas mal, parce que ça fourmille de petits sites, mais qui sont parfois fantaisistes. Si j'en ai un en tête. C'est le site d'une cataphile qui a fait si c'est vraiment un très beau site, c'est Kafka. Donc je crois que c'est Kafka Free quelque chose, mais si vous cherchez Kafka Catacombe, vous allez forcément tomber sur son site et c'est un des plus beaux sites et vraiment extrêmement bien renseigné avec plein de tiroirs partout. Voilà, donc c'est le site de Kafka. Kafka, une cataphile que j'ai vue à tes côtés dans un des reportages qui se trouve sur ta chaîne YouTube. Existe-t-il des légendes, des mythes ou voire des fantômes? Alors des fantômes, il y en a partout, hein. Il y en a même en surface. Alors pour ce qui est des ossements, si on veut vraiment en voir, il faut aller dans le musée des catacombes, bien sûr, puisque c'est là que la majorité des ossements se trouvent. Mais dans le reste des carrières que l'on appelle catacombes et nous clandestins nous promenons, il y a un seul endroit où on peut trouver des ossements comme ça en vrac, c'est sous le cimetière de Montparnasse où il y a des fosses communes qui ont été vidées dans des puits et qui se retrouvent dans les galeries en dessous. Donc c'est le seul endroit dans les catacombes, ce qu'on appelle les catacombes bien sûr, où on peut trouver des ossements en dehors du musée de l'ossuaire municipal. Vous n'avez donc pas la dame blanche des catacombes. Il n'y aurait pas un fantôme spécifique qui rôderait dans les catacombes. C'est une question qu'on s'était posée. Y a-t-il des histoires de fantômes dans les catacombes? Pas que je sache. Maintenant, tout le monde se crée des petites histoires à lui, mais effectivement, nous avons un cataphile qui est décédé sous terre en 1793 et dont la tombe se trouve sous la rue Henri Barbus près du boulevard Saint-Michel. C'est la tombe de Philibert Asper qui est effectivement le grand-père alcoolique de tous les cataphiles. Vu qu'il est descendu en 1793 pour essayer de piller le trésor des Chartreux, pour aller leur piller leur cave, bien sûr. Et il s'est égaré, il a dû casser sa lampe et on l'a retrouvé 11 ans plus tard. Et sa tombe se trouve sous terre. Et donc, c'est un petit peu notre petit fantôme à nous. Comment les gens peuvent trouver ton livre et le commander s'ils le souhaitent? Le livre, il se trouve un petit peu partout. Il suffit de taper Paris sous Paris, Gilles Thomas ou Gaspard Duval, je pense. Et il se trouve sur tous les sites en ligne, à la Fnac, Amazon, tout ça. Et après, il suffit sinon de contacter son libraire et de le commander. Et il arrive très très rapidement. Il est très bien distribué. Eh bien, merci Gaspard Duval d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était très intéressant et je te souhaite bonne continuation dans ton aventure de cataphile. Merci Lazare, très bonne soirée à toi, au plaisir.